matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Je tiens à le dire en coulisses. Je m'étais trompée dans les dates. Vous deviez venir demain et vous avez dû venir ce matin. Et là, c'était un petit peu chaud. Vous avez couru pour arriver parce que vous avez dû prendre un train à la première heure. Vous êtes, je rappelle, Saint-Cyrien, analyste politico-stratégique. Vous êtes installé à Moscou depuis 16 ans 24. Et directeur. Depuis 24 ans, mes fiches sont pas bonnes. Directeur évidemment de Stratpol qui est d'ailleurs devenu également votre maison d'édition puisque c'est... Pour être honnête, c'est en auto-édition. J'ai rajouté Stratpol pour faire de la publicité pour faire le bien. site. Voilà. Mais ça fait bien, en effet. Stratpol, auto-édition en tout cas de ce livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. On va revenir sur le fond de votre ouvrage évidemment, mais... Là, il se trouve que vous ne pouviez pas venir pour un meilleur jour que après ces annonces qui font un peu peur d'Emmanuel Macron, je le rappelle, qui avait d'abord signifié que, il fallait qu'on s'engage de manière dynamique sur le front ukrainien. Malgré le tollé qu'il a reçu, il en a remis une couche hier. Je vous propose d'écouter un extrait d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité aux uns et aux autres. Et c'est cela aussi que je suis venu bâtir. Je crois qu'on n'a pas entendu le moment où il disait qu'il fallait pas être lâche, mais bon voilà, je le rajoute. Il ne faudra pas être lâche. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron également. Enfin, on voit le ton solennel. Il sait très bien prendre un ton solennel guerrier, Emmanuel Macron. Alors que se passe-t-il vraiment ? On a vraiment envie de comprendre là. Vous dites la Russie a gagné la guerre. Les Américains eux-mêmes ont clairement changé de ton. D'abord, ils ont décidé de se concentrer sur leur année électorale. Et puis, le dernier paquet d'aide financière n'a toujours pas été voté pour l'Ukraine. Et puis, Emmanuel Macron, on a bien vu, il s'est pris un premier tollé après le engagement des troupes françaises en dynamique là, sur la scène ukrainienne. Et pourtant, là, il surenchérit. On ne comprend rien à ce qui se passe. Et on a besoin de vous, Xavier Moreau. En plus, il vient de recevoir le soutien du président tchèque, qui lui aussi, qui est une espèce de satrape qui a été mis en place par l'OTAN. Donc, je pense qu'il venait chercher un peu d'aide. Mais je pense qu'avant tout, la motivation d'Emmanuel Macron, elle est intérieure. C'est-à-dire qu'il essaie de se remettre dans cette position de commander-in-chief, vous voyez, le chef des armées, qu'il a occupé en 2022 et qui lui a permis d'emporter les élections haut la main. Et surtout de maintenir sous contrôle l'opposition, puisqu'il les a piégés en leur faisant voter non seulement les sanctions, mais les livraisons d'armes. Donc en fait, tout le monde est coincé sur l'affaire ukrainienne. Et comme les élections européennes, ça annonce plutôt mal pour son parti, je pense qu'avant tout, c'est une décision qui est intérieure et qui visait aussi à faire oublier le salon de l'agriculture, ce en quoi c'est un succès, plus personne n'en parle. Je pense en revanche que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, je vais revenir après, mais donc la deuxième raison aussi, c'est la querelle entre les différents acteurs européens de cette guerre en Ukraine et notamment la pression qu'il reçoit de Scholz pour livrer davantage d'armement, puisque la France en fait n'a pas livré grand-chose et surtout elle a livré des choses qui sont hors de date. Pareil, et si vous vous souvenez, quand on a livré les AMX-10RC, on a dit la France est le premier pays à livrer des chars, mais quand on regarde ce que c'est que la AMX-10RC, c'est fait pour faire la guerre en Afrique, pas sur une guerre de haute intensité face à la Russie. D'ailleurs, les Ukrainiens en ont déployé un ou deux au début, ça a été immédiatement un carnage. Et donc, en fait, ils ont arrêté de les déployer. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus, puisqu'on ne produit même pas assez de munitions pour nous. Donc, on a livré quelques systèmes d'armes hors de prix, comme les missiles Scalp. On a livré des Césars, qui sont un bon matériel, mais bien sûr, on ne peut pas le faire en quantité suffisante. Donc, finalement, on est au bout de nos ressources, de notre complexe militaro-industriel. Donc, on compense avec des mots. On compense avec des mots, mais ce qui est intéressant donc, dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est que finalement il souligne, et une des raisons pour laquelle je dis d'ailleurs dans mon livre pourquoi la Russie a gagné, c'est qu'on ne mobilisera pas l'armée française. On n'est pas au 19e siècle, on n'est pas à la veille de la guerre de Crimée où la France était capable d'envoyer 315 000 hommes et d'en perdre 95 000. C'est ça la guerre de Crimée, contre les Russes d'ailleurs à l'époque, et toujours pour faire plaisir à l'Angleterre. Donc en fait on n'est pas dans cette situation et on n'a rien à envoyer. Et même sur LCI, le général Chauvency a dit on peut envoyer 15 000 hommes et les Ukrainiens sont 1 million, ils n'y arrivent pas. Donc c'est pas nos 15 000 hommes qui vont changer les choses. Ensuite, et ça aussi c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine lors de la conférence qu'il a donnée devant l'espèce de congrès en fait russe,
où il a rappelé que des puissances nucléaires ne peuvent pas se faire la guerre directement, sinon c'est la fin du monde. Eh oui. Et ça a été d'ailleurs, évidemment, ces mots ont été tournés. En plus, c'était même pas le sujet principal de son discours qui a duré 2h30. Il a parlé de l'opération militaire spéciale, en gros, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et à ce moment-là, il a dit ça. Il a dit tout simplement, si jamais la France fait la guerre à la Russie, ce sont deux puissances nucléaires, ça se terminera par l'apocalypse. Donc, Vladimir Poutine essaie de former, finalement, politiquement, à la doctrine nucléaire classique de la guerre froide, où on était beaucoup plus raisonnable qu'on l'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a cet ensemble de choses, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement Macron met l'Europe entière devant la réalité, c'est-à-dire que la Russie a gagné parce que de toute manière, nous n'aurons jamais le courage de mobiliser. Et en plus, si on mobilisait maintenant, si on faisait appel aux contingents qui n'existent plus, je vous rappelle, il faudrait les équiper, on n'est pas capable de le faire, il faudrait les former, on n'a pas la ressource pour le faire. Donc ça veut dire que même si on mobilisait maintenant, il faudrait au moins plusieurs centaines de milliers d'hommes, ils seraient disponibles sans doute dans un an et demi. Et les Russes, eux, ils sont déjà prêts, ils auront une armée à l'été qui va faire 1 million d'hommes, qui connaît la guerre, entraînée, qui a bénéficié de toute l'expérience, qui a adapté ses technologies. Donc dans ce sens, oui, Emmanuel Macron permet tout d'un coup, sans doute sans le vouloir, permet aux Européens de se rendre compte qu'ils ont atteint leurs limites. Et que ça, c'était prévisible il y a 2 ans. C'est ça qui est particulièrement gênant. Bah oui, c'était prévisible il y a 2 ans, si vous voulez. C'est ça qui est grave. C'est ce que vous écrivez également dans votre ouvrage. Finalement, donc vous dites Emmanuel Macron, là, cette prise de parole n'a peut-être qu'un rôle intérieur pour régler les différents... À l'intérieur de la France, c'est sûr, je pense que c'est la priorité. Et ça a marché, d'ailleurs, on ne parle plus du salon de l'agriculture. Mais également extérieur. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que Habeck, donc, qui est le vice-premier ministre... vice-chancelier allemand, a dit que Emmanuel Macron a répondu immédiatement après l'appel à la mobilisation générale dans le de Macron. Il a dit c'est pas la peine de dire des choses comme ça, il faut mieux livrer des armes. Et Pistorius aussi vient de le remettre à sa place, donc le ministre de la Défense allemand, un peu de la même manière. Mais alors pourquoi il a fait ça au niveau européen? Il savait bien qu'il allait se faire taper sur les doigts également. Je crois que dans la mesure où tout le monde a compris que l'Ukraine a perdu, la défaite est orpheline. Et donc les Allemands vont dire c'est parce que les Français n'ont pas livré assez d'armes. Les Français vont dire nous on voulait envoyer des troupes, vous avez dit qu'il fallait pas. Et donc chacun va se rejeter. Il se passe la même chose à Kiev de toute manière en ce moment. Alors c'est justement ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce qui se passe à Kiev et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et là, c'est particulièrement intéressant. Je sais que vous avez bien analysé ça dans votre livre. Vous parlez du clan Biden. On avait déjà suivi, on en a fait une chronique, cet article du New York Times qui, d'un seul coup, révèle l'existence de 12 bases américaines de la CIA aux portes de la Russie, etc. Ce qui était avant considéré comme une fake news. Alors, pourquoi cette information? Et là, vous allez tout nous raconter. La sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, qui était quand même vraiment très très dans le clan Biden, le fameux clan Biden qui a joué un rôle sur Maïdan. Voilà, exactement, les biscuits. Moi, il me semblait que c'était du pain, mais bon, en tout cas, très très impliquée sur la scène ukrainienne depuis le début avec le clan Biden. Et bien là, elle démissionne. Oui. Je pense qu'il se passe quelque chose. C'est l'avantage des États-Unis par rapport à nous, c'est qu'ils sont beaucoup moins fanatiques et quand ils voient que ça marche pas, ils sont capables de passer à autre chose. En fait. Ils sont capables de décoller du toit de l'ambassade à Saigon ou de celui de Kaboul. Donc ça leur posera pas de problème d'abandonner le projet Ukraine dans la mesure où ça a échoué et dans la mesure où à Washington ils ont remporté une grande victoire, non pas contre la Russie, mais contre l'Europe. Ils ont détruit l'économie européenne. Et c'est-à-dire essentiellement l'économie allemande en provoquant sa désindustrialisation avec l'augmentation, la multiplication par 4 du coût de l'énergie. Donc ça, vous y revenez dans votre livre d'ailleurs sur les buts de la guerre économique de Washington. Selon vous, en fait, c'était aussi détruire ou asservir en tout cas l'économie européenne à l'économie américaine. C'est plus que l'asservir, c'est la faire déménager. Et BASF, qui est un monstre chimique allemand, d'autres entreprises qui datent quasiment de l'industrialisation allemande au milieu du 19e siècle, sont en train de déménager aux États-Unis. BASF est parti. Michelin ferme ses sites en Allemagne. Là, le Bloomberg annonçait des réductions drastiques d'effectifs chez Miele, chez Bosch. Donc là-dessus, on peut dire que c'est gagné. Et aujourd'hui, je pense que l'essentiel de l'effort de Washington, c'est de faire en sorte que si la paix arrive, elle ne se traduise pas immédiatement par
une reconnexion du cordon ombilical énergétique russe avec l'Allemagne et avec le reste de l'Europe. Donc en soi, ils ont déjà tout de même rempli un de leurs buts de guerre et c'est pas négligeable. En revanche, c'est vrai qu'ils vont subir une défaite très humiliante face à la Russie. On a une coalition de 50 pays face à un seul, avec un petit coup de main de la Corée du Nord et de l'Iran. Donc ils vont subir une défaite extrêmement humiliante. Et ça, mais à la limite, ils peuvent la digérer, étant donné qu'encore une fois, le résultat obtenu face à l'Europe est tout de même significatif. Alors, la Russie a gagné la guerre territoriale. Washington a gagné la guerre économique, qui voulait en tout cas contre l'Europe. Les intérêts privés, BlackRock en premier, ont gagné la guerre aussi, puisque tous les prêts qui sont faits aujourd'hui à l'Ukraine ne permettront d'endetter à vie les Ukrainiens. Les terres agricoles sont déjà... On verra où les Russes vont s'arrêter. On verra, oui, alors c'est intéressant. Les terres agricoles appartiennent déjà, je crois, à 70% aux Américains. Et BlackRock a été sollicité pour être le reconstructeur de l'Ukraine. Donc tous ces contrats qui pèsent des millions. Et l'Europe, grande perdante, on l'a dit. Je voudrais, avant qu'on aille sur ce que vous commenciez à évoquer, je voudrais qu'on aille un petit peu sur le clan Biden, que vous décrivez bien dans votre livre, et dont fait partie Victoria Nuland, pour bien comprendre aussi ce qui se passe de ce côté-là. Et peut-être avez-vous votre interprétation de cet article. On a parlé, nous, avec un avocat français, mais qui travaille à Washington, qui a une analyse et qui parlait de contre-feu de la CIA. Comment vous voyez aussi cet article du New York Times qui a d'un seul coup annoncé l'existence de ces bases, alors que c'est quand même une révélation énorme? Mais en fait, c'est une révélation de la présence américaine en Ukraine, mais en soi, de toute manière, les États-Unis, l'OTAN, étaient officiellement présents en Ukraine depuis Maïdan et même avant. Le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN, ça date de 2004, je crois. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'était interdit, d'ailleurs, il faut quand même le dire, par les accords de Minsk, puisque le point numéro 10 des accords de Minsk obligeait toutes les armées étrangères à quitter l'Ukraine. Or, officiellement, à partir de 2014 jusqu'au début de l'opération militaire spéciale, il y a eu 10 000 soldats formés par l'OTAN en Ukraine. Et on précise d'ailleurs que c'était les revendications de Vladimir Poutine de demander le respect des accords de Minsk. Tout à fait. Et des livraisons d'armes, ce qui était aussi interdit par les accords de Minsk. Donc des javelins. Et puis, donc ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, on met cet article, en avant. Ça, alors voilà, moi je pense qu'il y a une volonté de désengagement, de la même manière que le Wall Street Journal a publié les accords de paix qui auraient dû être signé en avril entre l'Ukraine et la Russie. Et on voyait finalement que la Russie était tout de même bonne fille, puisqu'elle rendait d'ailleurs les territoires du sud-est de l'Ukraine qu'elle avait conquis. Et donc cet accord a été saboté, et c'est le Wall Street Journal, c'est Rupert Murdoch, ça veut dire que c'est le Parti républicain qui a envie de préparer le largage. Donc je pense qu'effectivement, il y a le Pentagone, il y a une partie de la CIA, il y a le Parti républicain qui a envie de passer à autre chose. Et c'est ce que peut-être ne sont pas en train de comprendre. Alors ils ont envie de passer à autre chose. Pourquoi la CIA veut passer à autre chose, elle ? Parce que c'est un échec. Donc c'est raté. Alors je pense qu'ils ont une manière aussi de vouloir continuer la guerre contre la Russie, comme on le voit en organisant une vague de terrorisme, d'actions limitées. C'est un peu le sens des écoutes, notamment au sein de l'armée allemande. On voit finalement ils discutent de fournir des missiles Taurus pour détruire le pont de Crimée, ce qui n'aura aucune influence sur le front, puisque aujourd'hui l'approvisionnement il passe pas par le pont de Crimée, il passe par cette bande de terre qui a été conquise par les Russes, que les Ukrainiens visiblement seront absolument incapables de récupérer un jour. Donc en fait le but c'est de montrer que la guerre continue, que les Russes n'ont pas gagné, et de tenter ce qui était par finalement des actions visibles, mais de terrorisme, y compris jusqu'à Vladivostok, avec des mouvements terroristes. Donc je pense que on attend en Russie une vague de terrorisme assez massive, puisque de toute manière, entre un Ukrainien et un Russe, il n'y a aucune différence. Oui, alors là, vous ne pouvez pas aller jusqu'à dire, je suis obligé de prendre de ma distance par rapport à ce que vous dites, que les Américains soutiennent des vagues de terrorisme. Bon, écoutez, ce ne serait pas la première fois, c'est pas un secret, d'ailleurs Poutine l'a dit lui-même, qui soutenait les terroristes tchétchènes dans le Caucase. C'est quelque chose... ils ont soutenu l'État islamique, ils l'ont formé, même si après ils en ont perdu le contrôle. Ben Laden était un agent de la CIA. Je veux dire que les anglo-saxons jouent avec les groupements terroristes, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, et le bandérisme est un terrorisme. Le bandérisme n'a jamais fourni aucun bon soldat, mais en revanche, ils ont toujours fourni d'excellents terroristes
terroristes, à commencer par Stepan Bandera lui-même. Donc je pense qu'on va... si vous voulez, le problème pour Washington, c'est que le but, il y avait la destruction de l'économie européenne, ça c'est fait. L'affaiblissement de la Russie, ils ont obtenu exactement le contraire. L'économie russe s'est renforcée, en plus ça a accéléré la dédollarisation du monde, ça a accéléré la montée en force du Sud global, voilà exactement ce qu'on appelle les BRICS. Ça a montré aussi la supériorité technologique russe générale en matière militaire. Donc, et surtout, ça n'a pas provoqué une catastrophe démographique. Au contraire, c'est-à-dire que si vous regardez les calculs de la BBC, donc la BBC, c'est pas un agent du Kremlin, les Russes ont perdu 41 000 hommes, de morts prouvés. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout une saignée, et ils vont gagner à terme, on en est à 6,5 millions, mais je pense qu'on sera jusqu'à 8-9 millions d'habitants en plus. Ils ont donné, les chiffres sont tombés depuis le début de l'opération militaire spéciale, 2 millions de passeports. Donc même démographiquement, pour la Russie, c'est une excellente affaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui émigrent en Russie en ce moment, plus que d'habitude, vous pensez ? La Russie est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Et sachant qu'en plus, il y en avait avant. Oui, alors là, il y en a, du côté ukrainien, on parle de déportation carrément. On dit, ils ont été déportés, les enfants ont été déportés. Non, mais ça, c'est bon, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il y a 350, 300 enfants qui étaient dans les orphelinats, qui ont été déplacés en Russie parce que les Kieviens, vous avez qu'à regarder les rapports de l'OSCE au mois de février, se sont mis à bombarder, à préparer leur opération d'épuration ethnique. Donc c'est tout. Pour le reste, effectivement, quand il y a eu l'évacuation de Kherson, il y a eu des familles qui ont été séparées, mais les Russes ont tout fait pour que ces familles soient réunies. Et donc, ce sont des mythes, c'est comme les viols de masse, sans aucune plainte d'ailleurs devant le parquet ukrainien. Sergueï Lavrov l'a rappelé il n'y a pas longtemps, il attend toujours la liste des victimes de Boutcha. Oui. Donc en fait tout ça ce sont des montages, et non, il y a toute une partie des Ukrainiens, la partie ce qui correspond à la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire les terres qui ont été prises à l'Empire ottoman par la Grande Catherine essentiellement, là ce sont des Russes ou des peuples qu'a fait venir la Grande Catherine, des Serbes, des Grecs. C'est pour ça que vous avez beaucoup Polis, Melitopol, Mariupol, ça c'est la toponymie montre d'où viennent Slaviansk, c'est la ville des Serbes. La toponymie montre qui a peuplé ces territoires. Et là-bas, il n'y a pas de sentiment ukrainophile. Et Odessa n'attend qu'une chose, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les autorités que moi j'appelle d'occupation kievienne qui le disent, que de toute manière, il y a une bonne partie de la population qui n'attend qu'une seule chose, c'est le retour de l'armée russe. Il ne faut pas oublier une chose, les bolcheviks déboulonnent la statue de la Grande Catherine, qui a fondé avec le duc de Richelieu le port d'Odessa. En 2004, ce sont les Odessites qui remettent la statue de la Grande Catherine. Et c'était en 2022, c'est le régime kievien, ottano-kievien, qui de nouveau déboulonne, comme les bolcheviks un siècle avant, la statue de la Grande Catherine. Et quand les Russes reviendront, les Odessites d'eux-mêmes remettront la place qui lui est due, la statue de la Grande Catherine. C'est la Russie là-bas, c'est pas l'entité kievienne. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement, parce que ça fait quand même vraiment partie d'un chapitre de votre livre, ce clan Biden, Victoria Nuland. Donc, le clan Biden, là, où en est-il ? C'est sauf qui peut ? C'est un peu le sauve qui peut, parce que les affaires de corruption... Donc, rappelez peut-être un petit peu justement ces affaires de corruption de Hunter Biden, le fils, avec Burisma. Quelques semaines après le triomphe de Maïdan, donc on peut estimer le 21 février 2014, Hunter Biden et un de ses amis, le fils de Joe Biden, sont nommés au comité de direction de la société Burisma. C'est une société qui est faite dans le gaz et qui... donc a des affaires de corruption et a une trentaine de millions de dollars bloqués par un tribunal anglais. L'arrivée de Hunter Biden va permettre de débloquer la situation, et le parquet ukrainien fait un papier comme quoi il n'y a aucune prétention, et donc l'argent est débloqué et tout le monde est content. Le problème, c'est que Poroshenko, le président de l'époque, veut donner des gages de lutte contre la corruption, et il nomme un nouveau procureur, le procureur Chonkin, qui fait son boulot, qui d'ailleurs, dans des tas de domaines, d'ailleurs, il a failli se faire tuer. Forcément. Et il décide de commencer à creuser sur l'affaire Burisma. Et donc,
à ce moment-là, donc Joe Biden est vice-président. Il débarque à Kiev et menace, et il s'en vante lui-même. C'est-à-dire que vous trouvez, Qui s'en vante Joe Biden. Joe Biden. Il donne une conférence après son départ du pouvoir, Oui. après l'administration Obama, dans une vidéo que vous pouvez trouver sur Tout à Internet. fait, on l'avait Où déjà il passé dit, l'extrait, oui. j'arrive, j'ai exigé son départ, sinon on donnait pas le milliard de dollars J'ai d'aide. exigé le départ du procureur, en gros, Shokin, Shokin, oui, celui qui fait ce le travail. fils de tut. Ouais, ouais. Et voilà, il dit ça publiquement. Mm. Et donc il obtient le départ. Son successeur, qui n'y connaît absolument rien en Parce droit. que, donc, juste pour rappeler, parce que là, vous êtes un petit peu vite en besogne, Mm. Shokin, donc le procureur qui faisait son travail, commençait sacrément à s'intéresser au cas notamment de Hunter de Biden. Burisma, Et voilà, de la société. oui, et voilà. du rôle d'Hunter Biden. C'est ça. Et donc, évidemment, ça n'a pas plu à papa. Mm. Et donc, papa est intervenu et a fait partir le procureur. Alors qu'en Ukraine, le procureur, quand il est choisi, le procureur général, il est validé par le Parlement. Mm. Il avait été validé par le Parlement moins d'un an avant. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il faisait, en fait? En fait, Blanchiment d'argent, comment ça fonctionnait? non, mais en fait, simplement, il y a eu un... À part le fait que le fils a un poste La en or. société Burisma, comme beaucoup de sociétés ukrainiennes, en fait des détournements d'argent. Il y a de l'argent de la corruption, il y a du vol, il y a de l'évasion fiscale, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était pas quelque chose de classique. Le problème, c'est que le vice-président américain a admis que son fils Joe Biden devienne membre du conseil d'administration et que, comme par hasard, tout d'un coup, les poursuites qui avaient lieu contre Burisma ont cessé. Et que quand un nouveau procureur est arrivé et a voulu remettre son nez dans cette affaire, eh bien, il s'est fait dégager par le vice-président américain lui-même, sous la menace de couper l'aide à... Et d'ailleurs, ce que raconte Joe Biden lui-même est intéressant, c'est que à l'origine, Poroshenko a refusé. Oui, tout à fait. Et c'est là où il l'a menacé. Il a dit, écoutez, je pars dans 6 heures. Si dans 6 heures, vous n'avez pas viré le procureur, Vous allez voilà. voir ce que vous allez voir. Et ce qui est intéressant, c'est celui qui a été nommé à la place, donc qui s'appelle Lutsenko, donc qui était... À la place de Poroshenko. Voilà, Ah non, du procureur de l'autre Shokin. procureur. Donc Lutsenko, donc lui c'est un bandériste fanatique. Il est partisan de ce qu'on appelle la solution croate, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Serbes. Donbass. Il n'a aucune compétence juridique. Et lui est nommé, et donc immédiatement l'affaire contre Burisma s'arrête de nouveau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement il donne une interview dans laquelle il dit oui, j'ai reçu une liste de l'ambassade des États-Unis de personnes que j'ai pas le droit de toucher en Ukraine. Alors évidemment l'ambassade des États-Unis a nié, et puis Oui, donc ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en plus tout ça se fait au grand jour. Oui. En fait. Ah oui, on est au oui. courant de tout, en gros, ingérence directe des Américains et surtout du clan Biden dans les affaires ukrainiennes avec... Toutes mes sources, si vous voulez, sur cette affaire notamment, c'est l'ambassade des États-Unis, les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, c'est la presse américaine, c'est la presse ukrainienne. Donc je ne vais pas chercher dans les fanzines russes, etc. Tout est parfaitement ouvert, mais la corruption Alors, est pourquoi tellement ils sont- structurelle en Ukraine que finalement, ça ne choque personne. Oui, puis... Bref, pourquoi maintenant, visiblement ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, pourquoi maintenant le clan Biden s'enfuit, et notamment Victoria Nuland? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la guerre. Et encore une fois, ils ont obtenu le résultat de la destruction de l'économie allemande, c'est quelque chose de remarquable. Enfin, je veux dire, c'est faux. Et tout ça, en 2 ans, ça a été, en même pas, en moins d'un an, ils ont liquidé un de leurs principaux rivaux. Et surtout que ça va leur permettre à eux de se réindustrialiser, puisque je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, je dirais, économique en Occident, c'est-à-dire la financiarisation de l'économie. Tout le monde a bien compris qu'il fallait produire quelque chose. Pourquoi la Chine domine aujourd'hui? C'est parce qu'elle c'est un pays producteur. Pourquoi est-ce que l'économie russe est plus puissante que l'économie européenne? Parce que c'est une économie de production. Aujourd'hui, la Russie produit plus de munitions et d'armes que tous les pays de l'OTAN réunis. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'était dans Bloomberg ou le New York Times. Enfin, c'était repris dans la presse américaine. Donc, Mais le clan Biden va même pas être inquiété pour toutes ces affaires de corruption? alors ça, faudrait plutôt interroger quelqu'un comme Charles Gaff qui connaît bien le système américain, mais c'est possible qu'il soit inquiété. C'est possible. Et c'est possible aussi quand même que l'État profond, Washington qui est derrière, la CIA, préfère débarquer le clan Biden, la famille Biden qui est déjà à moitié sénile en plus. Je pense que le mien, ils ne tireront pas grand-chose de Joe Biden. Joe Biden va disparaître une fois qu'il aura quitté la présidence. Enfin, beaucoup disent que d'ailleurs, ce ne sera pas lui le président et qu'on essaie d'éviter on ne veut pas des primaires démocrates parce que ce serait une catastrophe. Ouais. Et donc, il faudra trouver un candidat. Harris et... Kamala Harris, c'est stupide. Tout le monde le dit aux États-Unis. Et donc, pourquoi pas Michelle Obama? Pourquoi pas une solution
décision de dernière minute en disant bah non, finalement il est trop malade, on n'a pas le temps de faire des primaires, voilà le candidat démocrate. Alors, autre sujet très important, et d'ailleurs vous mettez des cartes au début de votre livre, et c'est en effet très révélateur par rapport aux annonces de la Russie, de Vladimir Poutine, et puis finalement là où ils en sont arrivés, puisque parce qu'ils ont gagné la guerre, comme vous dites. Enfin, en tout cas, ils ont gagné du terrain, ça c'est certain. Et là, vous me disiez tout à l'heure, je parlais de BlackRock qui avait gagné également finalement des contrats juteux de reconstruction du territoire et tout ça. Vous avez dit, sauf si la Russie va encore plus loin. Vous pensez que la Russie va s'arrêter à ce stade-là, ou puisque maintenant où elle en est, elle va tenter de continuer? Quel est son objectif aujourd'hui, finalement, à la Russie, selon vous? Vous qui êtes plutôt, on va le dire clairement, partisan des Russes. Je ne suis pas neutre du tout, je suis pro-russe. Oui, voilà, non, mais c'est intéressant de le dire d'ailleurs, et de dire d'où vous parlez. Après, chacun se fait son opinion, on est d'accord, pas d'accord, mais c'est intéressant de vous entendre. Mais vous, d'abord, vous habitez en Russie, voilà, et vous êtes, en tout cas, là, vous défendez la cause russe dans cette. Tout à fait. En tout cas, vous les écoutez beaucoup aussi, c'est intéressant. En tout cas, ce que je voudrais rajouter, c'est que même du point de vue, si vous êtes, par exemple, si vous aimez l'Ukraine, etc., dans la mesure où il était certain que la Russie allait gagner le 24 février 2022, pourquoi l'a-t-on poussé à continuer la guerre alors qu'elle n'avait aucune chance de gagner? Alors soit tous les gens du Pentagone et du ministère de la Défense français sont stupides et ont fait un mauvais calcul du potentiel, ce qui est pas à exclure, mais quand même au Pentagone, je pense qu'il y a quand même des gens compétents. Soit en fait, ils ont utilisé l'Ukraine et la population ukrainienne de manière ultra cynique pour détruire encore une fois l'économie européenne et pour essayer d'affaiblir la Russie. C'est ça aussi. Mais si jamais vraiment vous êtes du côté... Et pour gagner encore une nouvelle terre avec de nouveaux contrats. Alors voilà, là, après la question, c'est la propriété de la terre. Parce alors que, en fait, le FMI, depuis 2014, insistait pour que la terre ukrainienne puisse appartenir à d'autres personnes que des citoyens ukrainiens ou des entités ukrainiennes. Oui, ce serait quand même embêtant. Comme en Russie. Donc, et ça l'a aujourd'hui en Russie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, moi je peux acheter des terres russes, vous qui n'êtes pas russe, vous ne pouvez pas. Et c'était la même règle en Ukraine. Donc le FMI a toujours mis la pression sur Poroshenko, puis sur Zelensky pour qu'il adopte cette loi. Cette loi est adoptée finalement par Zelensky, c'est en 2020, je crois. Oui, ça n'a pas fait grand bruit pourtant. Oui, mais avec une latence, c'est-à-dire qu'on se donne, elle arrive, donc permettre des entités non ukrainiennes d'être propriétaires de la terre, c'est depuis le 1er janvier 2024. Pourquoi comme j'ai dit, le schéma est assez imaginable, c'est-à-dire que le but c'était de permettre aux petits copains de Zelensky d'acheter les terres au détail aux propriétaires pour après faire des conglomérats et les revendre à prix d'or à Monsanto qui jusqu'à présent les louait. Et donc les seuls, c'est intéressant aussi, c'est que les seuls qui n'ont pas le droit d'acheter ces terres, ce sont les citoyens des pays hostiles, c'est-à-dire la Russie. Voilà. Donc, mais sinon désormais, normalement, depuis le 1er janvier 2024, la terre est achetable et vous pouvez, en tant qu'étranger, Monsanto peut devenir propriétaire de la terre. Et la question, et là pour l'instant, j'ai pas la réponse, c'est que donc ça fait 2 mois et demi que c'est possible. Et je cherche pour l'instant, j'ai pas trouvé. Est-ce que vraiment Monsanto a pris le risque d'acheter? Parce qu'on ne sait pas où les Russes vont s'arrêter. Si vous voulez, les Russes se sont emparés de 30 000 km² de terres tchernosium, donc riches, déjà, ils sont déjà emparés. Donc toutes ces terres-là, la terre noire, voilà, extrêmement fertile. Oui. Et donc ces terres-là, évidemment, c'est raté. Pour Monsanto, s'ils avaient espéré les racheter, c'est raté. Mais il n'est pas dit que les Russes vont s'arrêter là. Tout le monde dit à Moscou, vous avez écouté de Medvedev, Sergei Lavrov. Oui, c'est pas notre objectif. Il parle beaucoup d'Odessa, la ville russe. Vous voyez, et Kharkov est une ville russe. Donc, en fait, ce serait très risqué pour un fonds d'investissement. Et à mon avis, ce sera extrêmement révélateur de savoir s'il y a encore des gens à Washington qui croient que la guerre est gagnable. C'est-à-dire s'ils commencent à acheter les terres ukrainiennes. Parce que si ces terres-là, si la Russie s'empare de la région d'Odessa, c'est la loi russe qui va... Oui. Ou de Nikolaïev, c'est la loi russe qui va de nouveau s'appliquer. Ça veut dire que seuls les Russes pourront être propriétaires de la terre. Donc voilà, ce sera très révélateur. En général, quand on regarde un peu du point de vue purement économique, on a plus de vérités qui ressurgissent que dans le discours politique. Sachant en plus, malheureusement, c'est qu'il y a toute une partie de ces terres qui vont être polluées par l'uranium appauvri, excellent pour la santé des obus américains ou anglais, et puis par les mines, etc. Donc il y aura énormément évidemment d'investissements pour déminer tous ces territoires. Donc à suivre, ce sujet-là est à suivre, mais sera très révélateur. Donc, selon vous, finalement, BlackRock n'a pas encore gagné toute la partie. Je pense que BlackRock, c'est aussi ils veulent gagner de l'argent, et s'ils voient qu'en fait, il n'y aura rien à reconstruire,
ou qu'ils vont commencer à reconstruire et que ça va devenir des territoires russes. Et puis qui va payer ? Enfin, il est clair que l'Union européenne est exsangue, à commencer par un des principaux contributeurs, la France. Donc, au bout d'un moment, qui va payer ? C'est pas gratuit. Et si vous voulez, pour le malheur des Occidentaux, la partie riche de l'Ukraine, celle sur laquelle l'Ukraine centrale et l'Ukraine de l'Ouest vit, voire pille, c'est la partie russe. C'est ce que j'appelle c'est ce qui s'appelle la Nouvelle Russie. C'est-à-dire, ce sont les ports et l'industrie. L'industrie en Ukraine s'est développée comme partout ailleurs autour des bassins houillers. Le bassin houillé, Donbass, bassin houillé du Don. Donc c'est l'industrie, c'est la métallurgie. Et c'est les ports. Mariupol, donc ça c'est russe, c'est réglé. Odessa, je pense qu'à terme ce sera aussi russe. Donc finalement, comment est-ce que BlackRock va se payer ? Qui va rembourser qui va payer les travaux de reconstruction ? Je veux dire, ils font pas ça par amour de l'humanité ou de l'Ukraine. A priori, non. Donc voilà. Mais cela dit, vous posez la bonne question, c'est-à-dire on va voir ce que va réellement faire BlackRock. On va voir ce que vont réellement faire Monsanto ou les grandes. On va suivre ça et puis on vous donnera la parole à cette occasion parce qu'en effet, c'est très très important. Ça permet vraiment de voir la suite. Là, vous pensez, juste pour conclure, comment ça va se terminer finalement ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'alimenter une guerre que ne payent par le sang que les Ukrainiens aujourd'hui et les Russes de l'autre côté, mais surtout les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont tenter d'alimenter ça d'une manière ou d'une autre, que ça s'enlise, ou ça peut s'arrêter magistralement, je ne sais trop comment. Je pense que si l'aide américaine n'arrive pas, les 60 milliards, je pense que ça peut s'arrêter cette année. Voilà, donc tout va dépendre. Si vous voulez, si l'OTAN n'intervient pas, la guerre elle est terminée en avril 2022. Donc l'OTAN intervient, ça la prolonge, on l'a vu, ça la prolonge d'un an. Aujourd'hui, mais le discours là, c'est jamais autant enflammé que ces derniers temps. Donc oui, on sent qu'il y a c'est un peu une compensation. Si vous voulez, je ne fais pas de réduction ad litterum, c'est juste une comparaison de style, c'est-à-dire que les discours de Goebbels à la fin, c'était aussi très enthousiaste. Le combat. On voit les unes de Vogue, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est presque indécent avec des jeunes. C'est tellement génial la guerre. Qui partent sur le front. Avec des donc en fait, il y a aussi tout un problème de dissonance cognitive et je pense qu'il y a aussi la responsabilité parce que nous on observe ça en France, mais c'est pareil aux États-Unis. Tous ces généraux qui nous ont promis une victoire flamboyante, que quand les soldats russes allaient voir arriver les Léopards et les Abrams, ils allaient partir en courant. Donc, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Donc en fait, il faut voir aussi que tout ce discours belliciste, aujourd'hui, il est entretenu parce qu'il y a toute une génération de ces généraux colonels qu'on a vu passer, qui nous a promis une victoire ukrainienne, qui aujourd'hui passent pour des idiots. Et ça leur plaît pas. Donc ça les rend extrêmement agressifs. Donc finalement, vous voyez très bien que le général Yakovlev, par exemple, au début, il essayait de faire des analyses militaires qui tombaient toujours à côté, mais au moins il essayait de faire de l'analyse militaire. Et maintenant, en fait, c'est Poutine est méchant. Si jamais on fait pas, si jamais on laisse tomber l'Ukraine, nous allons perdre nos valeurs, etc. Donc finalement, on fait dans le pathos au lieu de faire dans l'analyse militaire. Et on sort ce que j'ai appelé les grosses valises. La pensée magique, c'est-à-dire oui, mais il y a l'arme magique qui va arriver, qui va changer la guerre, une armée magique qui va exactement comme la fin du Troisième Reich. Encore une fois, je fais pas de réduction ad litterum, j'analyse des comportements de régime aux abois. Voilà. Oui, d'ailleurs c'est bien ce que vous décrivez, c'est régime aux abois, vous le dites à plusieurs reprises. Je voudrais quand même, vous faites un petit point dans votre livre et comme c'est d'actualité aussi, qu'on revienne sur Navalny. Navalny célébrait la victime du goulag russe. Alors certes, il était au goulag. Il était dans une colonie pénitentiaire avec d'autres droits communs. Il n'y a pas de prison politique en Russie. Vous voyez bien ce que je veux dire. Il était au fin fond de la Russie et pas traité dans les meilleures conditions. Écoutez, il est en prison. On aurait pu mettre la prison à Sotchi au bord de la mer, dans un hôtel de luxe, mais non, c'était la prison. Donc effectivement, la prison en Russie, elle est dans les colonies pénitentiaires dans le nord de la Russie. Et Navalny n'était pas comme prisonnier politique, mais comme droit commun. Les deux premières condamnations de Navalny, c'est une escroquerie, qui est moins connue en France, de Kirov-Lies. Donc il était conseiller du gouverneur de Kirov, qui lui d'ailleurs est toujours en prison, qui s'est fait choper en plus avec des valises de cash chez lui. Navalny, c'est quand même en Europe en tout cas, et puis d'ailleurs pour l'opposition entre guillemets russe, parce que nous on nous a dit le chantre de l'opposition, non, d'ailleurs vous faites le point là-dessus, absolument pas, mais pour ceux qui voulaient s'opposer à Vladimir Poutine et qui soutenaient Navalny, celui qui luttait contre la corruption. Non, il était lui-même corrompu, mais simplement. Non, mais c'était son visage. C'était son visage, voilà. Mais Navalny, en fait, les deux premières charges avant la charge pour extrémisme, c'était donc l'affaire de corruption de Kirov-Lies et l'affaire Yves Rocher,
qu'il a fait avec son frère, qui a fait de la prison d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'il est parti en prison quoi, à la cette base. affaire En fait, la compagnie Yves Rocher a utilisé donc les services de la poste de Podolsk pour envoyer ses produits par la poste. Par la poste. Et le frère de Navalny, donc, était un fonctionnaire de la poste chargé de s'occuper d'Yves Rocher. Et ils sont allés voir Yves Rocher en leur disant, si vous voulez que ça aille plus vite et que ça fonctionne mieux, il faudrait passer par telle société dont ils étaient actionnaires. Donc, et d'ailleurs, il faut dire aussi que les frères Navalny ont porté plainte contre Yves Rocher en France et ils ont été déboutés. Aussi, il faut quand même le souligner. Donc c'était une affaire de, on va dire, prise illégale d'intérêt. Le droit français a reconnu. Voilà. Donc c'est pas, comment dirais-je. Et sur le profil justement, Navalny, le démocrate, sauveur de. Ah oui, bon, ça c'est juste sauveur des valeurs occidentales. Alors, il faut dire, si vous regardez le clip qui a circulé sur Internet où on voit Navalny qui compare les Tchétchènes à des cafards, oui. Qui leur tire dessus, on le voit en train de tuer un Tchétchène. D'après vous, combien d'années de prison il aurait pris en France pour ça ? Ça, c'est un appel au terrorisme. Oui, bien sûr. Donc, en fait, si jamais Navalny avait exercé son activité politique en France, lui aussi aurait été en prison. D'accord. Et là, pour le coup, pour son activité politique. Mais en fait, je pense que les services anglais, notamment, n'avaient que ça sous la main. Et je pense qu'il aurait été échangé. Et d'ailleurs, moi, alors j'ai mis à jour depuis, c'est l'avantage de l'auto-édition, ma conclusion sur Navalny. J'avais dit, j'espérais qu'il serait échangé contre Julian Assange. Et comme ça lui aurait donné... pour une fois dans sa vie, l'occasion de participer à une cause noble, d'être échangé avec Julian Assange. Et je voulais dire que quand j'ai appris sa mort, j'ai été triste, notamment pour ça. Parce que je me suis dit, bon, pauvre Julian Assange, il va falloir trouver... cela dit, il y a d'autres espions échangés, mais Navalny était clairement un agent du MI6. D'ailleurs, il y a un de ses adjoints a été filmé en train avec le représentant du MI6 de l'ambassade anglaise à Moscou, en train de demander des millions de dollars pour préparer... si vous voulez, pour l'Occident, Navalny, c'était le Lénine. Lénine était envoyé par Hindenburg et par comment s'appelle l'autre, Ludendorff, comme le bacille de la peste. C'est comme ça que disait Churchill. Donc il était envoyé pour se faire la révolution. Ça a parfaitement marché, un peu trop bien d'ailleurs à mon goût, et même au goût finalement des Allemands. Et donc pour eux c'était ça, Navalny c'était celui qui allait faire tomber le régime de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à chaque fois une incohérence si on voit ces agents portés, si on considère que c'est un agent, si on suit votre discours, par les services anglais ou américains, on le voit pour Zelensky aussi, toujours une petite tendance à aller chercher chez des extrémistes mais nationalistes en plus. Et si vous voulez, on ne fait pas la révolution avec des bobos transgenres, voilà. Ouais. Donc vous le faites avec des durs. Donc soit avec l'extrême gauche, soit... Et là, c'est plutôt tendance il faut aller voir ce qu'il y a. Il y a de l'extrême gauche brutale en Russie, il n'y en a pas. Il y avait un des profils de quelqu'un, sans doute le plus intéressant, Udaltsov, qui est un authentique révolutionnaire. D'ailleurs, je crois que son père aussi était un dur, mais il ne représente rien en Russie. En revanche, il y avait une minorité radicale d'extrême droite, donc, qui a été largement décimée par le FSB, on peut le dire, hein, d'ailleurs beaucoup et avec lequel Navalny s'était à coquiner. On le voit en 2011 pendant les manifestations anti-Poutine, anti-Medvedev. Navalny est côte à côte avec Demurchin, qui est un des leaders de ces ultras. Donc, incroyable quand même comme on a réussi à changer radicalement l'image, nous, vraiment le défenseur des valeurs occidentales. Mais c'est pareil, l'islamisme. Les islamistes, c'est mal quand ils tuent des gens à Paris. C'est bien quand ils tuent des gens en Syrie. Oui. L'extrême droite, c'est mal en France, mais c'est très bien. Et l'équivalent en Ukraine. L'équivalent des ultras en Ukraine, ou même avant que le FSB les envoie en prison en Russie, il n'y a pas d'équivalent en France. Ou alors le peu qu'il y avait sont partis précisément se battre en Ukraine. Donc c'est absolument pas comparable. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise plus le terme de nazi, mais je préfère bandériste, c'est historiquement plus juste, même si le terme ukro-nazi était parfaitement justifié. Mais comme tout le monde est nazi, moi je suis nazi, vous avez un média libre, vous êtes nazi, donc tout le monde est le nazi de quelqu'un. C'est la fameuse réduction à Hitlerum. C'est vrai que ces mots après perdent leur sens. Exactement. Alors, dernière question, parce qu'on déborde légèrement. Je vais me faire taper par les doigts par mon réalisateur.
Qu'allons-nous faire de la victoire russe? C'est votre question finale. Et vous dites, sans le vouloir, Moscou offrira, après cette victoire, je suis vos mots, finalement aux nations européennes, comme Sparte aux cités grecques, l'opportunité de redevenir libre. Mystérieux revirement de l'histoire. Que ferons-nous de ce généreux présent? Renoncerons-nous à notre servitude volontaire? Finalement, à vous entendre, même l'Ukraine, ultra cynique, je vais faire bondir énormément de gens. Mais d'après ce que vous dites par rapport aux terres, finalement, on peut presque, les Ukrainiens peuvent peut-être au moins sauver leurs terres par rapport aux Américains. C'est clair que là où s'appliquera la loi russe, les Ukrainiens resteront propriétaires de leurs terres et ne se feront pas évincer. Après, ils sont peut-être plus Ukrainiens. Après, Ukrainien, déjà, c'est pas une nation, c'est un territoire. L'Ukraine, c'est un territoire, c'est la périphérie. Si vous voulez réellement traduire correctement le mot, un Ukrainien s'appelle un périphérien en français, si vous voulez donner le mot exact. Enfin, depuis, il y avait quand même un pays constitué. On va pas... Constitué par les bolcheviks qui n'a jamais fait l'unanimité, qui a une agglomération de... Et la guerre les a unis. Et ça, non, ça aussi, c'est un mythe. La guerre les a pas unis. La preuve, c'est qu'ils partent tous. Et que pour les envoyer au front, il faut leur courir après dans les rues d'Odessa. En Russie aussi, il faut leur courir après. Non, pas du tout. Si, moi, je connais des exemples personnels de gens qui tentent de s'enfuir, qui se cachent et qu'on va chercher. Qui ont tenté, parce que la mobilisation, elle est terminée. Là, il reste discret encore. Mais bien sûr, mais de toute manière, des lâches, il y en aura toujours. Mais la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas dire que d'un côté c'est des lâches et de l'autre pas. Non, mais c'est pas ça la question. C'est qu'il y a eu 500 000 volontaires russes en 2023. Donc qui sont en train d'être formés pour être déployés. Je pense qu'ils seront prêts à être formés en été. En Ukraine, c'est exactement l'inverse. Ils veulent tous partir et il faut aller leur courir après et les chercher. Après, évidemment, qu'il y a toujours une minorité de population qui n'y vont pas parce qu'ils sont lâches, mais ceux qui ne veulent pas aller se battre du côté ukrainien, c'est pas parce qu'ils sont lâches. C'est pas parce qu'ils sont lâches. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce que ce n'est pas leur cause. L'Odessite, il n'a pas envie d'aller se battre. Oui, mais attendez, moi j'aime pas ce côté, parce qu'ils sont lâches en Russie, on peut aussi dire que c'est pas leur cause. Ils ont peut-être pas envie de lutter contre leurs cousins, vous voyez. Tout à fait. Non, mais moi je comprends très bien. Moi, j'ai des amis ukrainiens qui vivent en Russie. J'en ai demandé un, est-ce que tu as pris le passeport russe? Il m'a dit non, j'ai pas envie d'être mobilisé et d'être envoyé. C'est une guerre civile. Donc je comprends très bien qu'on ne veuille pas y aller. L'argument de dire parce qu'ils sont lâches d'un côté, je trouve ça un peu facile. Non, précisément, c'est ce que je dis. C'est pas parce qu'ils sont lâches. Si, vous l'avez dit pour les Russes. Oui, pour non, mais il y a aussi. On peut pas dire d'un côté ils sont lâches. Moi, je connais. Écoutez, j'en connais. Je connais des familles où on a fait partir le fils en Turquie alors qu'en plus il n'avait aucune chance d'être mobilisé, puisqu'encore une fois, les Russes n'ont mobilisé que des gens qui avaient une compétence. Mais s'ils ne défendent pas la cause. C'est comme nous, Français, on est mobilisés demain pour la scène ukrainienne, on n'a pas forcément envie d'y aller. Il y a deux choses. Si vous n'allez pas au combat parce que vous ne voulez pas tuer celui que vous considérez comme votre frère, et ça, je respecte vraiment ça, c'est d'ailleurs ce que pensent les Odessites. Demain, Emmanuel Macron dit tous au front, pardon, mais je le dis ici. Si c'est pour protéger la France, si. Oui, mais si c'est pour faire une guerre impérialiste, si c'est pour faire, oui, mais voilà. Mais la question encore une fois, elle est pas, c'est que effectivement, il y a des gens qui croient en Ukraine, au projet ukrainien. Essentiellement, c'est les gens de l'ouest de l'Ukraine. Mais même là, maintenant, ils commencent à s'enfuir pour échapper à la mobilisation. Est-ce que vous croyez qu'il fallait courir dans les rues de Paris ou de Berlin pour aller chercher les volontaires pendant la Première Guerre mondiale, pour aller chercher les mobilisés pour la Première Guerre mondiale? Évidemment non, parce que de chaque côté, on croyait que la cause était juste. Or, côté russe, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont voulu échapper à la mobilisation alors qu'en plus, ça ne les concernait même pas. Mais de toute manière, la mobilisation, ça fait plus d'1 an qu'elle est terminée. Côté ukrainien, on le voit tous les jours, les réseaux sociaux en sont gavés, de gens qui partent en courant, qui essayent de franchir au risque de leur vie la frontière ukrainienne pour ne pas y aller. Moi, je connais des Ukrainiens qui ont fui la guerre, qui sont ici dans ma commune. Tout à fait, mais ils ont raison d'ailleurs. Ils sont heureux en tout cas, mais je pense qu'on ne peut pas appliquer une grille de lecture d'un côté et pas de l'autre. C'est un point de désaccord avec vous. Mais ma question finale, qui est votre question finale, est-ce que ça permettra d'ouvrir les yeux à nos nations justement et peut-être à nous desservir, entre guillemets, quitter la soumission volontaire donc aux Américains? C'est vrai que ça pourrait aussi finalement au moins nous permettre d'ouvrir les yeux. En fait, si vous voulez faire un parallèle, par exemple en 1905, la Russie a perdu la guerre contre le Japon. Ça a provoqué, alors ça n'a pas fait tomber l'Empire, les Romanov, mais ça a provoqué une tentative une ébauche de révolution avant 1917, il y a 1905. Le Napoléon III a perdu le pouvoir et sa dynastie.
après la défaite de 70 contre Mm. la Prusse. Mm. Donc l'OTAN et l'Union européenne vont perdre la guerre contre la Russie. La Russie ne fait pas la guerre pour nous, mais le résultat sera là, c'est que finalement l'hégémon va s'effondrer. Et là, j'espère Vous pensez vraiment qu'il va s'effondrer? Parce qu'ils vont... Ah non, c'est la question que je pose. Les bases vont reculer. Et ils ont quand même gagné Oui. la guerre sur l'Europe et sur l'économie européenne. Non, voilà, mais si vous voulez, les gens, la plupart du temps, ne se rebellent pas contre l'injustice, mais plus contre la faiblesse. Et là, l'OTAN et l'Union européenne montrent leur incroyable faiblesse, avec en plus cette escroquerie, c'est-à-dire que nous avions abandonné des pans entiers de notre souveraineté au nom de la paix et de la prospérité, et l'Union européenne nous a amené la guerre et la pauvreté. Ça, c'est vrai. Donc ce que je veux dire, c'est que les défaites militaires, c'est jamais bon pour les régimes, surtout quand c'est des régimes dictatoriaux ou totalitaires. Et donc ce que j'espère, alors évidemment en France, je vois plus en Allemagne aujourd'hui qu'en France, c'est qu'il y aura des forces politiques qui vont pouvoir l'exploiter ou naître de cette défaite. Je pense qu'en Allemagne elle existe déjà, comme l'Alternative für Deutschland, comme Sarah Wagenknecht, je vois pas à part des petits partis, mais aujourd'hui évidemment la grande force de Macron, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est d'avoir réussi à phagocyter tous les grands partis, que ce soit d'ailleurs sur la guerre à l'extérieur, comme sur la guerre à l'intérieur avec l'avortement dans la Constitution. Donc Macron gouverne mal mais se défend bien, pour paraphraser. Merci beaucoup Xavier Moreau. Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, et je rappelle chez Stratpol, enfin auto-édité, mais en tout cas vous pouvez retrouver évidemment le site de Xavier Moreau, Stratpol, avec toutes ces lettres et vidéos d'analyse. Toujours très intéressante à suivre, même si on n'est pas d'accord, et c'est ça justement le débat et la libre pensée. Merci encore Xavier Moreau, merci à vous tous. À vous. J'ai légèrement dépassé les horaires, donc je quitte immédiatement cette émission. Je vous dis seulement que demain, a priori, on a un très très gros invité. Vous verrez ça demain. À demain, 7h30.